Hello my friend et bienvenue dans l'émission Allo Kevlar pour l'édition spéciale Ramadan. On est en direct sur Instagram et en direct aussi ici. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de cut comme d'habitude. Tu connais my friend, si je bégaye, si je machin, et ben on cuttera pas, c'est 100% direct. Donc il y a les questions qui m'ont été posées sur les stories Instagram, je vais y répondre et puis s'il y a d'autres questions qui se posent directement en live, j'y répondrai également. On va commencer avec la première des questions. Allez hop, c'est parti. Des conseils pour éviter les ballonnements, des combinaisons alimentaires à éviter. Ça c'est une superbe question parce que la majorité des personnes, elles ont des problèmes au niveau des ballonnements, au niveau des reflux, etc. La première chose, c'est éviter de manger trop rapidement. Éviter de manger trop rapidement et notamment, c'est pour ça que j'ai apporté mon petit ballon, éviter de manger trop rapidement, éviter de manger trop vite dans les repas. Je m'explique. Lors de la rupture, on appelle ça le ftour, l'iftar, tu l'appelles comme tu veux. Et bah ton organisme, lui, il est comme ça. Tu vois, ça c'est ton système digestif. Il est raplapla. Pourquoi ? Parce que pendant 15 ans, pendant 15 heures, t'as rien mangé, t'as rien bu et toi d'un coup, tu veux lui donner énormément à manger. Qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas le surstimuler, il est tout plat, tout rapla. Toi, tu vas lui donner d'un coup des briques, des salades, des fruits, des plats, des machins. Il va partir comme ça. Ton organisme, ton ventre, c'est normal, il va complètement être surstimulé et tu vas avoir des ballonnements, c'est normal. Là, le temps de digestion va être trop long, le temps que ton foie, que la vésicule biliaire, etc. fassent leur travail, ça va être long et du coup, tu vas être ballonné, les aliments, ils vont rester. Donc ça, c'est pas bon. La première des choses, c'est la rapidité et le timing au niveau de tes repas. Pense à faire ta rupture et ensuite, tranquille, tu fais ton repas. Deuxième des choses, ça va être les aliments que toi, tu vas consommer. Si tu prends des aliments où il y a trop d'additifs, d'édulcorants, et ben là, dans ce cas-là, tu vas avoir des problèmes au niveau de ta digestion, au niveau des ballonnements, au niveau des reflux. Pareil, si tu ne manges pas suffisamment de légumes et de fruits frais, si tu ne manges pas suffisamment de céréales complètes ou de légumineuses, lentilles, haricots rouges, etc., et ben qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas pas avoir suffisamment de fibres. Donc ta flore intestinale, les bactéries, les bonnes bactéries que tu devrais retrouver dans ton système digestif, elles vont pas pouvoir se nourrir de ces fibres-là. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une petite compétition entre les bonnes et les mauvaises. Et dans ce cas-là, les mauvaises peuvent prendre le pas et c'est ce qui va te permettre, ou du moins c'est ce qui va créer ce genre de ballonnement. Donc déjà, en réglant ces deux premiers problèmes, tu vas pouvoir régler énormément de problèmes et le grand problème aussi, c'est les édulcorants. Les édulcorants, ils vont venir modifier ta flore intestinale et dans ce cas-là, on va avoir une modification au niveau des bactéries et c'est ce qui va créer les flatulences, c'est ce qui va créer les ballonnements et c'est ce qui va créer aussi les reflux gastriques, RGO, donc les brûlures, etc. Mange des fibres, légumes, fruits, pareil aussi les céréales complètes et tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. Mais c'est une question très pertinente et d'ailleurs j'en profite pour te dire que le guide Ramadan justement qui est disponible à un prix symbolique de 10 €, le lien il sera dans la bio Instagram mais il est aussi en description juste en bas, il est fait de sorte que tu puisses manger dans les meilleures, dans les meilleures quantités, les meilleurs aliments pour t'éviter tout ça. Le programme Ramadan, le guide Ramadan, c'est pas un programme pour que tu puisses maigrir ou quoi que ce soit, c'est pour que tu puisses être en bonne santé. Donc c'est très important et ça passe aussi par la santé du système digestif. Mais c'était une très bonne question. Alors, à quel moment faut-il boire ? Le soir à gogo ou dans la nuit à petite gorgée ? Ça, c'est une très bonne question aussi. On pourrait penser que comme on n'a pas bu pendant 15 heures, il faudrait boire d'un coup, hop, je prends ma bouteille d'eau, je vais... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Parce que ton organisme, si tu lui donnes trop d'eau d'un coup, lui, il va se dire, j'en ai pas besoin immédiatement, ou du moins, je vais pas gérer ça tout de suite, et il va peut-être se passer l'effet inverse. Donc, au lieu de garder cette eau dont tu as besoin, et ben il va l'évacuer par la miction. Concrètement, tu vas faire pipi, tout simplement. Donc, l'erreur à ne pas faire, et les études elles ont prouvé que boire 2 litres d'eau d'un coup, ça t'hydratait moins que de boire, admettons, 1,5 litre, mais fractionné. Donc moi, ce que je vais te conseiller de faire, c'est de boire 500 ml. Donc 500 ml, c'est l'équivalent, tu vois, les petites bouteilles d'eau cristalline, ou tout simplement 2 verres d'eau, toutes les 20 minutes à peu près, toutes les 15-20 minutes en fonction de comment est-ce que toi tu te sens et de vraiment essayer de fractionner ça. Si tu peux boire au minimum 2 litres d'eau dans la soirée, c'est le top. Moi ce que je te conseille,
Tu prends une bouteille, bon celle-ci elle fait pas 2 litres, je crois, elle fait 800 millilitres. C'est juste un exemple. Tu prends une bouteille qui fait 2 litres. Tu dis cette bouteille-là, il faut que je la boive. C'est tout. Et tu répartis le moment où toi tu bois, tu bois un peu à la rupture, tu bois un peu dans la soirée, tu bois un peu le matin, mais il faut la boire. Minimum cette bouteille d'eau, il faut la boire. Et le reste de boissons que tu vas avoir, quand je dis boissons, ça peut être des soupes, ça peut être des potages, ça peut être des infusions. Je te parle pas de hautes boissons, coca, etc. Ça, je rentre pas là-dedans. Je rentre pas ça comme un apport en eau. Mais les autres boissons que tu vas pouvoir apporter, c'est du plus. Et dans ce cas-là, ça va être la meilleure des choses à faire. Mais c'est une très bonne question, ça aussi. Il y a de très bonnes questions. Les deux premières questions, c'est des très bonnes questions. Je souhaiterais profiter de ce mois pour arrêter le sucre. Bonne idée ou pas? Alors, c'est très simple. Et tu vas comprendre, normalement, si tu me suis depuis un moment, tu sais quelle va être ma réponse. Arrêter le sucre, c'est pas forcément une bonne idée. Le sucre n'est pas mauvais en soi. Qu'est-ce qui est mauvais dans le sucre? C'est sa surconsommation et tout ce qui va avec. Si tu te dis, je m'entends quand je dis le sucre n'est pas mauvais. Si tu prends 5 cafés dans la journée et que tu mets du sucre à chaque fois dans chaque café, le sucre il est mauvais, c'est pas bon. Par contre, si tu te dis, je prends 2 cafés dans la journée, je mets un petit peu de sucre dedans, mais en même temps, je fais pas d'excès, je mange pas des produits trop transformés, etc. Le sucre, on en a besoin. Le miel, par exemple, on a naturellement du sucre dedans. Les fruits, on a naturellement du sucre dedans. Qu'est-ce que je vais pouvoir te donner d'autre comme exemple où c'est des bons sucres? Qu'est-ce que je vais pouvoir te donner? J'en ai pas tout de suite, tu vois, c'est les aléas du direct, ma friend. Mais supprimer le sucre totalement n'est pas forcément une bonne chose parce qu'en plus, ça peut créer de la frustration. Et la frustration, c'est jamais bon sur le long terme. Donc, diminuer ta consommation de sucre, oui, c'est un mois parfait. Diminuer ta consommation de produits ultra transformés, ça c'est une bonne chose. Adopter des bonnes habitudes alimentaires, ça aussi c'est une très bonne chose, ça aussi c'est un très bon réflexe. Et c'est aussi le but du guide Ramadan qui va te permettre de avoir une bonne routine et de pouvoir tenir ça sur le long terme. Par contre, je ne pense pas que stopper d'un coup quelque chose en disant je vais arrêter de manger du sucre, etc., ça soit une bonne chose. Par contre, diminuer les exemples que je t'ai donnés, là ça peut être intéressant. Produits ultra transformés, les gâteaux, les trucs bourrés d'additifs, etc., ça peut être une bonne chose. Mais attention non plus à ne pas se frustrer. Que conseilles-tu de manger avant le lever du soleil? C'est une très bonne question. Le conseil que je vais pouvoir donner pour le repas, le petit déjeuner, le suhour, le sahour, il y en a qui l'appellent comme ça. Pour ce repas-là, le repas du petit déjeuner, si on peut l'appeler comme ça, essayons de ne plus manger sucré. Pourquoi? Parce que les petits déjeuners sucrés, en règle générale, ça va être du pain, tu mets de la confiture, ou ça va être des céréales pour petit déjeuner, et on a vu que c'est bourré de sucre qui ne te tient pas au corps, et malheureusement, tu vas vouloir tenir toute ta journée de jeûne avec ce petit déjeuner-là. C'est plus intéressant de s'orienter vers des petits déjeuners salés. Pourquoi? Parce que dedans, on va avoir des glucides qui vont avoir un meilleur index glycémique, ça va plus tenir au corps, donc c'est meilleur. Et en plus de ça, on va avoir, en règle générale, pour les petits déjeuners salés, une teneur en protéines qui est supérieure. Donc c'est meilleur. C'est meilleur, ça tiendra plus sur le corps. Un exemple tout bête, tu peux faire un matin, tu peux faire des œufs avec un petit peu de pain, tu peux mettre du beurre ou de la margarine, tu peux te prendre un petit smoothie avec des fruits. Si tu dis ouais mais moi j'ai pas le temps, etc. Ok, dans ce cas-là tu peux te prendre un bon muesli avec du lait. Là oui, dans ce cas-là tu vas dire ouais mais là c'est sucré. Ok, mais à cela est-ce que tu peux ajouter des oléagineux, noix, cacahuètes, pistaches, etc. Tu peux ajouter du fromage blanc, tu peux ajouter des yaourts pour avoir ta dose de protéines. Donc tous les trucs sucrés, confiture, céréales pour petit déjeuner, etc., moi je te déconseille. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de faire toi-même des bars, des gâteaux, des cakes. Si toi tu peux manger ça le matin, c'est la meilleure des choses à faire. Moi le matin, ce que j'aime bien faire, c'est soit prendre des muesli comme ça, soit prendre des œufs. Moi ça me dérange pas de manger des œufs le matin, ou bien manger du salé, donc des cakes ou des sortes de mini sandwichs que j'ai fait, qui sont faciles à digérer, mais que j'ai préparé à l'avance. Parce qu'en vrai le matin quand je me réveille, j'ai pas envie de me lever, faire mes trucs. Non, je prépare soit des choses qui sont très faciles à préparer, soit des choses que j'ai déjà préparées. Et tu verras que ce sera beaucoup mieux. À quel moment faire du sport? Très bonne question, et je pense que je ferai une vidéo YouTube sur ça détaillée parce qu'il y a plusieurs réponses et ça va dépendre de toi. Je vais t'exposer tous les moments où tu peux faire du sport et en fonction de ça, les avantages et les inconvénients. Tu peux faire du sport
immédiatement le matin après le suhour. Pourquoi? Parce que, enfin, immédiatement après, 1 heure après, le temps de digérer. C'est là où tu auras le plus d'énergie. C'est là où tu auras le plus d'énergie pour pouvoir faire ta séance de sport. Par contre, ce qui peut être embêtant, c'est que tout le reste de la journée, tu pourras pas manger et tu pourras pas boire. Ce qui fait que tu pourras avoir des grosses sensations de soif et d'augmenter ta déshydratation. Donc attention à ça si tu fais des efforts assez intenses. Deuxième moment de la journée que je vais pouvoir plutôt conseiller, c'est 1 heure avant le ftour, l'iftar, avant Maghreb, avant la rupture. Moi personnellement, c'est ce que je fais. En général, une petite heure avant la rupture, je vais courir. Je vais pas courir comme un malade, je vais pas courir 10 km non plus. Je fais un petit maximum 5 km à allure tranquille et ça me permet de, dès que je rentre, le plat, moi, soit je l'ai préparé, soit ma femme l'a préparé, mais il y a toujours une question d'organisation. On n'arrive pas au moment de se dire qu'est-ce qu'on mange. Non, toujours s'organiser. Donc soit moi je le prépare, soit ma femme le prépare. Et dans ce cas-là, dès que je rentre, je prends une petite douche, tac, il reste une vingtaine de minutes. Je peux soit aider à préparer le repas et je vais manger, et là c'est très bien. Parce qu'on a fait notre effort, on attend très peu pour avoir ce qu'on appelle la récupération et la collation post-entraînement. Donc ça c'est intéressant. L'inconvénient c'est que tu as toute la journée où t'as pas mangé, donc tu as moins d'énergie. Donc il faut pas faire des efforts qui sont trop intenses. Par contre l'inconvénient c'est que tu vas pouvoir remanger directement derrière. Un autre moment que je faisais lorsque j'étais étudiant et que c'était l'été et que je ne travaillais pas, c'est de m'entraîner vers les coups de minuit, 1h du matin. C'est le meilleur moment pour t'entraîner si tu as la possibilité de dormir tard derrière. Moi je me levais vers les coups de 10h, 11h à cette époque-là. J'étais étudiant, c'était les vacances et je travaillais pas. Du coup j'avais du temps pour dormir. L'avantage c'est que tu as le plus d'énergie, tu as récupéré parce que tu as mangé dans la soirée, et en plus de ça tu vas pouvoir manger juste après, dormir, etc. Donc ça c'est la meilleure des choses, mais il faut pouvoir dormir. Si tu n'as pas la possibilité de dormir jusqu'à 10h et que tu dois te réveiller à 7h ou 6h du matin, moi je te déconseille ça parce que tu vas avoir le problème de sommeil. Donc encore une fois, il n'y a pas de meilleur moment qu'un autre. Ça va dépendre de toi, ça va dépendre de ce que tu fais dans la journée, et ça va dépendre de tes propres sensations. Moi par exemple, je pense que ce mois-là, c'est ce que je ferais aussi, parce que c'est ce qui colle le mieux à mes journées, c'est ce qui colle le mieux à mon travail et à mon activité et ce que je veux faire, c'est que je vais pareil faire de l'exercice physique vraiment très léger, hein. C'est juste pour entretenir une trentaine de minutes, 1 heure avant de manger, et ce sera très bien. Encore une fois, la réponse, elle est différente en fonction de chacun. Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. J'avais pas vu la fin. Est-ce que l'alimentation peut aider à éviter les diarrhées? Oui, absolument, absolument, absolument. La consommation de fibres peut aider à diminuer, à gérer les diarrhées. Si tu manges trop gras, tu peux avoir des diarrhées, tu peux avoir des constipations. Donc oui, bien évidemment, bien évidemment, bien évidemment. Comment perdre du poids pendant le ramadan? Je l'attendais cette question. Je pose le décor. Le mois de ramadan, selon moi, en tant que nutritionniste, le mois de ramadan n'est pas fait pour maigrir. Si tu pars dans l'optique de maigrir, pour moi, tu vas passer à côté de ton mois de ramadan et tu vas passer à côté de ta perte de poids. Le mois de ramadan, c'est quelque chose qui est physique. C'est pas parce que je mets rien dans ma bouche qu'il se passe rien dans mon corps. Dans mon corps, il va se passer énormément de choses. Il va y avoir la néoglucogenèse, il va y avoir la bêta-oxydation, il va y avoir énormément de choses au niveau de notre foie, au niveau de nos reins, au niveau de notre système digestif, au niveau de nos hormones. Il y a énormément de choses qui se passent. Et du coup, le fait de se dire, je vais faire un régime, ou je vais faire un déficit calorique, ou je veux maigrir durant ce mois-là, et donc je vais moins manger, c'est une erreur, parce que tu risques de ne pas apporter suffisamment à ton organisme pour qu'il puisse pallier à ce stress très important. Le fait de jeûner, c'est un stress. C'est même pas comparable au jeûne intermittent ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a même pas l'hydratation. Pendant 15 heures, tu vas pas boire et tu vas pas manger, et tu fais ça tout le mois. Comment pallier le manque de sommeil? Ça, c'est une excellente question. Pour tout ce qui est nutrition, jouer avec... Là, dans ce cas-là, comment pallier au manque de sommeil? Dans ce cas-là, on peut s'orienter vers les compléments alimentaires
ZMB6, zinc, magnésium, vitamine B6. Ce combo-là, ça va te permettre de mieux dormir. Ce que je déconseille de faire, c'est d'opter pour de la mélatonine. Ça peut te dérégler au niveau de tes hormones de sommeil et ton horloge biologique. Le magnésium, c'est excellent parce que c'est un décontractant naturel. C'est un décontractant naturel et ça facilite l'endormissement. La combinaison zinc, magnésium, vitamine B6, elle est connue, reconnue pour faciliter le sommeil. Donc c'est une très bonne des choses. L'hydratation avec les eaux magnésiennes, on trouvait naturellement dans l'alimentation. Et après, ça va être des conseils, j'ai envie de dire, classiques. Éviter les écrans à cause de la lumière bleue, essayer de dormir dans une pièce qui est fraîche, essayer de dormir dans le calme, pas dans le stress. Donc tu vas avoir toutes ces choses-là que des professionnels du sommeil vont pouvoir te donner comme conseil dans toute cette autre sphère, on va dire, que la nutrition. Mais au niveau de la nutrition, ne pas manger trop gras, ne pas manger trop lourd, manger assez léger, manger des choses fraîches, le magnésium, le complément zinc, magnésium B6, ça peut être intéressant. Les produits laitiers aussi, parce qu'ils contiennent ce que l'on appelle des caséines qui facilitent l'endormissement, ça peut être intéressant. Le sport, on en a parlé. Prendre un seul repas le soir, bonne ou mauvaise idée? Personnellement, je ne suis pas fan de ce genre d'alimentation. Ce qui s'appelle aussi OMAD, One Meal a Day. Pourquoi? C'est pas de dire oui, en fait, nous à l'époque, ils mangeaient qu'un seul repas, ils allaient très bien, etc. Bon, déjà à l'époque, est-ce qu'une tomate, elle avait la même valeur nutritionnelle qu'une tomate de maintenant? C'est une question qu'on peut se poser. Mais surtout, c'est est-ce que toi qui vas faire ce seul repas-là, est-ce qu'il va être fait dans les meilleures conditions? Est-ce que ça va être un repas qui va t'apporter tous tes nutriments? Est-ce que c'est bien de donner un seul repas à ton organisme alors qu'il vient de jeûner pendant 15 heures? Personnellement, je ne pense pas, et c'est pour ça aussi, compte tenu de tout ce que j'ai dit, je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses à faire et je déconseille plutôt de faire la rupture, son repas, et un repas le matin. À la rigueur, 2 repas conséquents. Quand je dis conséquents, c'est 2 vrais repas. Pourquoi pas? Un seul repas, je pense que c'est trop léger. Ramadan et candidose, dysbiose. Et quelles précautions pour éviter les inflammations? Très intéressant. Dysbiose, etc. C'est au niveau candidose, etc. C'est au niveau du système digestif, c'est au niveau des bactéries de notre intestin. Donc il peut y avoir des champignons, il peut y avoir dysbiose. Ça veut dire qu'il y a une sorte dysbiose. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Un dysfonctionnement, voilà. Un dysfonctionnement, un dérèglement au niveau de l'équilibre des bactéries. Là, ce qui serait intéressant de faire, c'est prendre rendez-vous avec un gastro-entérologue, de voir quels sont les aliments que toi tu tolères, quels sont les aliments que tu ne tolères pas, et est-ce que c'est intéressant de prendre des prébiotiques ou des probiotiques. Ça peut être extrêmement intéressant en fonction des diagnostics, parce qu'on a tendance à dire moi j'ai une dysbiose, ok, je vais prendre ça. Et il y a des personnes, par exemple des diètes, des coachs, des machins, qui vont te dire ça. Sauf que en fonction du profil de ton cas, le fait de prendre des probiotiques, le fait de manger des aliments fibreux, etc., peut améliorer ou peut accentuer la pathologie que tu as. Donc attention à ça. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te renseigner là-dessus, voir avec le gastro-entérologue, faire des prélèvements, faire des analyses, et en fonction de ces analyses-là, travailler dessus. Je parle de ça quand c'est quelque chose de pathologique qui est clairement défini. Si simplement tu as des ballonnements ou tu es un peu dérangé, dans ce cas-là, ça va être intéressant de prendre des probiotiques, de manger des yaourts, parce que dedans on va avoir des bonnes bactéries, de manger des céréales complètes si on arrive à les digérer, de manger des fruits et des légumes crus si on arrive à les digérer, ça va être intéressant. Comment manger un max de prot le soir sans se gaver de viande? Alors ça, c'est une question très, très intéressante, et j'ai envie de dire, c'est le seul moment où moi je prends de la caséine. La caséine, c'est un complément alimentaire qui justement est à diffusion lente. Et donc c'est à ce moment-là où moi je trouve que c'est intéressant de prendre des compléments alimentaires. Alors après, bien évidemment, pas prendre n'importe quel complément alimentaire. Va pas prendre un truc où il y a de l'acésulfame-K, où il y a de l'aspartame, etc. Mais quelque chose qui va être d'assez simple, où la liste des ingrédients elle est courte. Ça va être très intéressant. Je te mettrai le lien dans la description sur la vidéo YouTube. Comme ça, tu pourras voir la vidéo YouTube de la caséine que moi je prends. Mais là, ça peut être extrêmement intéressant. Après, il ne faut pas hésiter non plus à jouer, parce qu'on pense viande pour la protéine, les légumineuses. Lentilles, haricots rouges, pois chiches, les fèves, il y a 25% de protéines, c'est plus que dans la viande.
même si c'est végétal, c'est très intéressant d'en prendre. Les oléagineux, noix, cacahuètes, pistaches, noix de cajou, etc. C'est très intéressant d'en prendre. Donc faut pas penser uniquement viande. Tu peux jouer aussi avec les produits laitiers. Donc tu peux varier un maximum pour avoir ton apport optimal en protéines. Salam, je suis une diète avec 5 repas par jour, comment tout dispatcher? Et bah tu prends les 5 et en fonction de quand est-ce que toi tu souhaites dormir, tu réduis tout simplement. Tu compactes. Si tu veux garder ton apport calorique de ce que t'apportent tes 5 repas, tu compactes les 5, tu les mets en 3. Tu te fais une bonne collation de rupture, tu fais ton repas, tu fais une collation vers les coups de minuit, et après tu manges à 6 heures. Et ça te fait, ça te fait 3 repas, ou non, 2 gros repas et 2 collations. Et tu peux être bien. Le maté, très bonne question sur le maté, la conso, parce que j'ai préparé une vidéo sur le café, parce que le café il faut qu'on en parle, mais le maté ça a les mêmes effets que le café, tout comme le thé a les mêmes effets que le café. Pourquoi? Parce que déjà la caféine et la théine, ce sont 2 molécules similaires. C'est juste que la théine, elle a été découverte plus tard. Elle a été découverte plus tard et elle est moins biodisponible. Donc elle est moins bien absorbée que la caféine et donc ça fait moins effet que la caféine. Dans le maté, on retrouve de la caféine. Sauf qu'on en retrouve presque 3 fois moins que le café. Et puis en plus, le maté, il y en a qui l'infusent plusieurs fois, etc. Donc je ne pense pas que ça soit une infusion de maté qui va te perturber. Le maté, il y a de la caféine dedans, il y en a 3 fois moins que dans un expresso. Je pense pas que ça soit ça le souci. Je pense le maté, non, je pense pas de souci, vraiment pas de souci. Salam my friend, comment limiter la perte de muscle durant cette période? Très bonne question. Entretenir le muscle, on le perd si on ne l'entretient pas, si on ne le sollicite pas. Comment est-ce qu'on fait pour le solliciter? Activité musculaire. Donc, il y a des études qui ont montré qu'une série jusqu'à l'échec, même une fois par semaine seulement, te permettait de maintenir ta masse musculaire et ta force maximale. Donc, ça va être intéressant de stimuler tout simplement ta masse musculaire, tes groupes musculaires, mais aussi d'avoir un apport en protéines qui est optimal. Comment faire? En mangeant des bonnes sources de protéines, de la viande, du poisson, des œufs, du fromage blanc, des yaourts, du fromage, des légumineuses. Tu peux opter aussi pour les compléments alimentaires avec de la caséine, ou tu peux prendre aussi de l'hydrolysa de protéines à la rupture. Ça peut être intéressant pour optimiser tes apports en protéines sans pour autant augmenter trop drastiquement ton volume, ton bol alimentaire. Ça peut être intéressant. Et après, se dire que durant ce mois-là, c'est pas là où tu vas construire du muscle. Ça n'existe pas. Tu peux pas construire du muscle durant le mois de Ramadan. À part si tu fais le Ramadan American et tu manges en cachette, ça n'existe pas. C'est pas possible et je ne pense pas que ce soit l'esprit du mois de Ramadan. Mais tu peux pas. Faut que tu te dises dans ta tête, durant ce mois-là, je vais limiter la casse. Mais il y en aura un peu. Il y aura un petit peu de perte. C'est normal. Il y aura un peu de perte, c'est normal. Et donc pour optimiser ça, solliciter son muscle de manière intelligente, pourquoi pas aller jusqu'à l'échec sur une seule série sans pour autant trop cramer son muscle, gérer son intensité, gérer son volume et avoir son apport en protéines de manière optimale et de glucides également. Quelle est la différence entre le programme de l'année dernière et de cette année? Très bonne question. La différence tout simplement, ça va être les nouveaux menus, les nouvelles recettes, et ainsi que les nouveaux bonus avec toutes les vidéos et les nouveaux guides, comme par exemple comment faire pour se sevrer du café, comment faire pour gérer les migraines, quels sont les aliments qu'il faut conseiller, quels sont les aliments qu'il faut consommer lorsqu'on a une migraine, lorsque l'on a des reflux, lorsqu'on est ballonné. Donc il y aura tous ces bonus qui seront ajoutés, les nouveaux menus, les nouvelles recettes et tous les bonus que je viens de te citer. Hop. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte à questions. Je vais regarder les petites questions que l'on a encore. On a encore un petit peu de temps. On a une petite dizaine de minutes. Je vais regarder les questions que l'on a directement sur le live. Et puis après, on se terminera là-dessus. Le programme Ramadan, encore une fois, il est disponible dans le lien qui est en bio. Il est toujours au prix symbolique de 10 €. Il y a une partie qui sera redistribuée aux nécessiteux. À la fin du mois, je partagerai le justificatif comme quoi les dons ont bien été redistribués. Et tu as encore une fois toute la description du programme en cliquant sur le lien.
ce qu'il comprend, ce que tu vas retrouver, toutes les réponses aux questions, qui peut le suivre, les hommes, les femmes, comment, etc. Tu auras tout dedans. Ah oui. Parce que j'ai vu une question, c'est très important. Pour les femmes qui allaitent, je me suis renseigné. Il y a la possibilité de jeûner et d'allaiter. Je te parle pas d'ordre religieux ou quoi que ce soit, je te parle d'ordre nutritionnel. Après, il va falloir faire extrêmement attention. D'ailleurs, ça, je vais le mettre en bonus. Ça, tu vois, en réponse, ce cas-là, je vais le mettre en bonus dedans de comment faire exactement, parce que c'est quelque chose qui est très important. Il y a la possibilité, je te mens pas, là comme ça tout de suite en live, j'ai pas la réponse. Je préfère te dire je ne sais pas, je sais pas comment on va faire exactement, parce que j'ai pas encore préparé ce nouveau bonus là. Je vais le préparer justement en faisant tout bien mes recherches pour avoir les aliments, les quantités, mais c'est possible. Pour les diabétiques de type 2, c'est également possible de jeûner, mais il faut demander à son diabétologue, à son médecin traitant. Si tu es diabétique de type 2, je te déconseille fortement de dire « Ok, c'est bon, je vais jeûner tout seul. » Oh, Kevlar, il a fait un guide, il est parfait. Je te déconseille de faire ça. Ce que je te conseille de faire, au contraire, c'est de demander à ton endocrinologue, diabétologue ou médecin traitant qui te suit, est-ce que tu peux, est-ce que ton diabète il est équilibré? Et en fonction de ça, de voir avec lui comment faire pour adapter ta prise de médicaments, s'il y a du diamicron, etc., ou ta prise d'insuline, si c'est de la Lantus, si c'est de la rapide, etc. Donc c'est possible, mais il faut voir avec ton médecin. Ça, c'est extrêmement important. D'accord ? Où peut-on se procurer le programme? Le programme, il est disponible dans mon lien en bio. C'est sur le site internet kevlardiet.com. Il est en page directement. Et puis il sera aussi dans le lien en description pour les personnes qui auront vu ça sur YouTube. Ramadan et période d'examen. Des fois c'est marrant parce qu'il y a des personnes qui, voilà, comme ça, Ramadan et période d'examen, il faut une question, ne va pas à tes examens, non je rigole. C'est là tout l'intérêt aussi d'optimiser tes apports et ton alimentation lorsque tu vas manger, de bien boire, d'apporter des antioxydants, d'apporter suffisamment de minéraux, d'oligo-éléments, les fruits secs, les fruits oléagineux. C'est ça où c'est tout l'important de bien manger lors de cette période-là. Alors après, je peux pas te faire toute une liste, voilà, il faut que tu fasses ta. C'est tout l'intérêt du programme et du guide Ramadan que j'ai fait dedans pour que tu puisses avoir tous les conseils, toute la synthèse de tout ça et que toi tu puisses le suivre. C'est un guide pour que toi tu puisses le suivre. Donc c'est très intéressant de le prendre, surtout si tu es dans ce genre de situation-là. Quel miel mélanger à l'eau tiède à jeun? Ça va dépendre. Quel miel mélanger à l'eau tiède à jeun? Ça va dépendre de ce que tu recherches. En fonction des miels, il y a des propriétés différentes. Tu as des miels qui sont antioxydants, tu as des miels qui vont favoriser la lactation, tu as des miels qui vont renforcer le système digestif, le système immunitaire. Donc en fonction des miels, ça va dépendre de ce que tu souhaites. Alors après, d'expérience, les miels crémeux, c'est notamment le miel blanc du Kyrgyzstan ou le miel rose de Russie. C'est pas ceux qui se mélangent le plus facilement dans l'eau. Par contre, tous les autres, miel de jujubier, etc., ouais, carrément, let's go. Attention à ce que l'eau ne soit pas trop chaude pour pas que ça déglingue complètement ton miel. Le question sport, j'ai répondu avant, donc tu pourras revoir la vidéo dessus. Peut-on gagner du muscle en période de jeûne? Non, my friend. Un collagène à nous conseiller. Le collagène qui est efficace, il est d'origine animale. Le collagène marin, c'est une arnaque, ça fonctionne pas. Donc le collagène qui fonctionne, c'est l'hydrolysat de bœuf. Donc c'est du collagène de bœuf. Je rentrerai pas dans le débat de dire est-ce que c'est licite pour les personnes qui ne mangent pas de viande, etc. ou autre. Ça va dépendre de toi. Par contre, si toi tu te dis, moi je ne mange pas de tout ce qui est origine animale, dans ce cas-là, au lieu de prendre du collagène de bœuf, ce qui va être intéressant de faire, ça va être de prendre de la glycine. Parce que la glycine, c'est un précurseur naturel de collagène, ce qui veut dire qu'en prenant de la glycine qui est végétale, ça va booster ta production naturelle de collagène. Donc c'est une bonne chose. Alors, ok... Est-ce que ce live sera enregistré? Oui, sera enregistré. Un conseil, s'il te plaît, quand on a une envie sucrée. Le truc, c'est pas de se priver. C'est pas de se dire je ne mange pas de sucre, quoi que ce soit. On peut se faire plaisir. Le soir, tu peux te faire plaisir sur un truc sucré. La chose à éviter,
c'est que ça soit une fois, 2 fois, 3 fois dans la soirée. Et que ça soit en trop grande quantité. En vrai, peut-être que ça va je vais dire, te choquer ce que je vais te dire, mais tu peux manger un petit peu de glace Häagen-Dazs tous les soirs. Ça ne pose pas de problème. Mais là, le problème, c'est quoi? C'est de finir un pot Häagen-Dazs tous les soirs. Ça, c'est le problème. Mais si tu en manges un petit peu, tu prends une petite coupelle, tu mets, tu te fais plaisir. Tu prends bien le temps d'apprécier ce que tu manges. Mais où est le problème? Tu peux. Le problème, c'est si tu en manges en trop grande quantité. C'est ça le problème. Le café. Allez, on va terminer sur ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais le café, le problème du café, c'est que c'est diurétique. Ça veut dire que ça favorise l'élimination de l'eau. Donc en temps normal, c'est bien. Mais là, on n'est pas en temps normal. Là, le matin, tu vas prendre un café. Le problème, c'est que l'eau que tu as bu durant le repas du matin, le café, il va favoriser son élimination. Alors que nous, on veut garder cette eau. Parce qu'on ne va pas boire pendant 15 jours. 15 heures. 15 jours, on meurt pendant 15 jours. On ne va pas boire pendant 15 heures. Du coup, le souci, c'est que là, ça va favoriser cette élimination. Alors après, c'est pour ça que je parlais de l'importance du sevrage du café. Et j'ai fait une vidéo là-dessus. Elle sortira, je pense, très très rapidement. Et justement, j'ai fait aussi un guide de comment faire pour se sevrer du café dans le guide Ramadan. Le café le matin, c'est bien psychologiquement, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour ton organisme. Donc si tu peux éviter, évite. Et le truc, c'est de préparer ça en amont. Parce que la dépendance au café, elle est réelle, elle est physiologique, ça existe. Donc il faut préparer ça en amont pour ne pas se faire surprendre. Donc le café le matin, c'est pas forcément le meilleur des cafés. Bonsoir. Oh là là. Bon, là, normalement, on doit finir. Il ne faut pas me lancer sur ce genre de débat. Bonsoir. Les blancs de poulet industriels sont-ils recommandables? Non. Bah non, je ne vais pas te le recommander. Je peux pas. Impossible. Tu prends le blanc de poulet industriel. Dedans, il y a quasiment tout le temps des nitrates. Nitrites. Très mauvais pour la santé. Dedans, tu vas retrouver des conservateurs. Dedans, tu vas retrouver de la maltodextrine. Qu'est-ce que ça fait des glucides dans la viande? Ça, les blancs de poulet, là, les tranches de jambon, blanc de poulet, blanc de dinde, fumé, paprika, ce que tu veux, c'est occasionnel. Faut pas que ça soit la base de ton alimentation. Faut pas que tu dises, il me faut des protéines, oh je mange des blancs de poulet. Et il y en a comme ça, il y a même des gens qui font des diètes à base de blancs de poulet. Ça, c'est ultra transformé. Ça, c'est occasionnellement. Je ne recommande pas. Je ne diabolise pas non plus en disant il faut jamais en manger. Moi j'aime bien faire quand je fais des croque-monsieur, je mets du blanc de poulet industriel, je mets de la béchamel, etc. La béchamel je la fais moi-même bien évidemment, mais j'en mange. Mais c'est occasionnel. C'est très mauvais. C'est pas de la viande. Attends, t'as déjà vu de la viande blanche comme, enfin, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu regardes même ça n'existe pas. C'est pas de la viande de bonne qualité, donc non. Je déconseille. Et en plus de ça, c'est super cher. C'est super cher. Alors je réponds aux dernières. Pourquoi on ne peut pas prendre de muscle pendant le mois de Ramadan? Parce que tu jeûnes pendant 15 heures et que tu vas mettre un stress énorme sur ton organisme et que par la force des choses, en plus du manque de sommeil, etc., c'est pas du tout propice à la prise de masse musculaire. Le bonus pour femme allaitante est compris dans ton programme à 10 €. Oui, bien évidemment. Oui. J'ai pour le programme de sport, pour quand est-ce qu'il faut faire le sport, j'y ai répondu. On en a répondu à tout. Hein. Alors allez, les dernières. Merci Kevlar. Et on finira sur ça. Merci à vous. Merci à toi my friend d'avoir assisté à ce live là. J'espère que ça t'a plu. Je vais le mettre en replay ici et je vais le mettre en replay sur YouTube. Si t'es pas encore sur YouTube, tu manques énormément de choses my friend. Tu passes à côté de plein de bonnes choses. Donc je te conseille de t'abonner sur la chaîne YouTube, c'est Kevlar Diet. Tout c'est Kevlar Diet. Le site internet c'est kevlardiet.com. Instagram c'est Kevlar Diet. La page YouTube c'est Kevlar Diet. Il y a même un TikTok c'est Kevlar Diet. Donc tu as tout dessus. Le programme il est disponible dès maintenant en précommande. Il a encore une fois un prix symbolique de 10 €. Pour la qualité de ce que tu vas retrouver dedans, ça vaut pas 10 €. Mais comme c'est un programme pour le mois de Ramadan, je me suis dit c'est ma manière à moi de contribuer à te faciliter.
10 euros symboliques. Il y a une partie qui est redistribuée pour les nécessiteux. L'année dernière, on a financé 2 puits et on a aussi fait un don de 1500 euros pour une association. Cette année, j'espère qu'on pourra faire encore plus. Tu as tout dedans, tous les descriptifs. Bien évidemment, il est différent de celui de l'année dernière. Je suis pas ma boule quand même. Il est différent de l'année dernière. Tu retrouveras toutes les informations dessus. Je te dis à très bientôt. On se dit rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et toutes les informations, là je parle pour les personnes qui me regarderont sur YouTube, seront disponibles dans le lien qui est en description juste en dessous. Allez, ciao ciao!